Donc je vous disais, donc Génération Numérique, association créée en 2015, mais qui est issue d'une précédente association que j'avais créée et que vous avez peut-être connue du nom de Callisto en 2003 et qui a proposé au ministère de l'Éducation nationale dès le printemps 2004 un tour de France des collèges sur les enjeux et les risques du numérique. Donc la genèse, en fait, s'est opérée comment? En décembre 2003, j'ai l'appel d'un lycée horticole de Vaujour en Seine-Saint-Denis qui organise une traditionnelle soirée par an sur le sujet les enfants et les écrans. Et il y avait une psy de l'appel qui était présente pour parler plutôt de la question des écrans, mais de télé. Et moi, j'étais l'intervenant qui allait parler aux parents des questions qui se posaient sur le numérique. Alors à l'époque, il y avait beaucoup moins d'applications, de sites, de propositions, mais on avait les enjeux qui se présentaient, qu'on connaît toujours, à savoir les jeux vidéo, la violence, les contenus inappropriés. Le début, tout début des réseaux sociaux, à l'époque, on pouvait entendre parler de MySpace ou des Skyblogs qui ont mis vraiment le pied à l'étrier de notre jeunesse sur les réseaux sociaux. Donc on avait globalement les mêmes questions il y a 20 ans qu'aujourd'hui. On avait un monde qui était assez méconnu et voire inconnu des parents et on a essayé, nous, d'apporter notre contribution pour faire en sorte que les enfants en milieu scolaire puissent bénéficier de nos interventions et que les parents, en fin de journée, on puisse organiser aussi des réunions à leur destination parce que c'est pas à vous que je vais apprendre que l'éducation, c'est à plusieurs que ça s'opère. Il y a en effet l'école qui est là, il y a évidemment les parents qui ont un rôle important à jouer, et puis nous, secteur associatif, qui peut venir en complément sur tel ou tel sujet. Les sujets, dont je disais, n'ont pas tellement évolué. On a malheureusement plein de sujets d'inquiétude en tant que parents et en tant qu'éducateurs puisque à chaque outil, c'est déviance, c'est mésusage parfois. Alors, je ne parlerai pas, excusez-moi, je fais une petite parenthèse, je ne vais pas parler des aspects positifs du numérique parce qu'on n'a qu'une demi-heure. Je vais mettre plutôt l'accent là où on a des demandes de la part de parents et d'établissements scolaires, donc plutôt sur les risques, les enjeux, tout en sachant que je suis ni technophile ni technophobe, qu'il y a du bon, il y a à boire et à manger, il y a à prendre et à laisser partout dans la vie et notamment dans le numérique. Donc, parenthèse pour dire que je ne cherche pas à stigmatiser qui que ce soit, ni les personnes, ni les outils, mais que dans mon propos, on va plutôt parler de risque, puisque c'est plutôt ça que vous, en tant qu'élu ou de l'appel, vous allez avoir comme remontée ou des questions qui sont plutôt liées aux angoisses et aux problèmes des parents. Donc, les sujets d'inquiétude sont multiples. Alors, on a évidemment en tête celui qui est le plus médiatiquement suivi, à savoir le harcèlement et le cyberharcèlement. Mais au-delà de ça, on a évidemment plein de soucis qui sont de partage de données personnelles, de partage de photos intimes, de conformisme augmenté par la présence sur les réseaux sociaux. On sait par exemple qu'à l'adolescence, il faut qu'on se ressemble et qu'on soit accepté par ses pairs, mais c'est encore pire avec les réseaux sociaux puisque nos modèles ne sont pas dans la classe ou dans la cour d'école avec le club de sport, de danse ou de théâtre. Ça va au-delà, c'est l'influenceur ou l'influenceuse que vos enfants suivent. Ça va sur les réseaux qui vont l'enfermer dans cette bulle, dans cette mini-communauté, lui laissant penser que tout le monde pense la même chose et que tout le monde fait la même chose. Mais c'est évidemment pas le reflet de la réalité. Donc on a des ados, pré-ados, ados qui sont en pleine construction, qui ont besoin de repères, et nous, en tant que parents, on a du mal à leur donner les repères de leur vie en ligne, de leur vie numérique, parce qu'on ne maîtrise pas. Donc c'est ce qu'on essaie de faire chez Génération Numérique en allant dans les écoles, les collèges et les lycées partout en France. Alors j'ai noté dans la liste des participants appel Bourgogne. Alors, on a un intervenant qui est à Dijon. La Somme, c'est bon, il est juste à la limite en dessous d'Arras. Strasbourg, on a quelqu'un qui habite lui à Vesoul, mais qui couvre l'académie de Strasbourg. J'ai vu l'appel Dunkerque, on a quelqu'un qui est à côté oui, pas loin de Boulogne-sur-Mer. Donc, on est présent et même pour les appels où on n'a personne a priori, on fait des déplacements. Donc, de toute manière, on est à votre disposition pour envisager quoi que ce soit à mettre en place dans votre établissement scolaire.
Alors, chez Génération Numérique, je vous disais, donc il y a 30, on est 32 salariés. Alors, salariés, c'est un point important parce que c'est ce qui fait quelque chose d'un peu unique dans le monde associatif où nous, on n'a que des salariés. Alors, pourquoi? C'est un choix de ma part depuis 2003. L'idée, c'est d'avoir une équipe de personnes fiables, formées, qui acquièrent de l'expérience. Donc, on a, alors, comme on est en plus avec une espèce de gestion du personnel à distance, puisqu'ils habitent partout en France, il faut qu'on ait une relation professionnelle, ce qui aurait été plus dur avec des bénévoles. Et l'aspect volontaire en service civique n'aurait pas été bon parce qu'un jeune qui est là pendant 8, 9, 10 mois grand maximum, il ne va pas acquérir une expérience suffisante pour pouvoir en faire bénéficier les publics à qui il va s'adresser. Donc, 32 salariés, 25 intervenants sur le territoire national qui vont aller quotidiennement dans les écoles, les collèges et les lycées de leur région, de leur secteur géographique. Sur 3 sujets majeurs, c'est là où je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. 3 sujets. Donc, le sujet historique, c'était les risques, les enjeux et risques du numérique. Donc, a priori, plutôt la gestion du temps, une vision un peu citoyenne, comprendre ce qui se passe, les tenants et les aboutissants du numérique, pourquoi c'est gratuit, qu'est-ce qu'ils font avec mes données personnelles, qui ont pour objectif majeur la lutte contre le harcèlement. Pourquoi? Parce que Génération Numérique anime environ 6000 séquences de 2 heures de prévention tous les ans. Et sur ces 6000, on a environ 75% qui sont plutôt dévolus à la gestion, à la compréhension des réseaux sociaux et la lutte contre le harcèlement. Ça, c'est la demande du milieu scolaire qui agit principalement, évidemment, dans l'objectif d'avoir un climat scolaire le plus serein possible. Donc, c'est la lutte contre le harcèlement qui est la priorité des chefs d'établissement, publics comme privés. Hein. On intervient, donc je vous disais, on fait un peu plus de 6000 interventions tous les ans. On a entre 25 et 30% qui ont lieu dans le privé. Donc, on a une part du privé chez Génération Numérique qui est un peu supérieure à sa présence dans l'enseignement français. Donc, la lutte contre le harcèlement, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, on n'a pas attendu les injonctions du ministre de l'Éducation nationale ou de l'époque, il y a un peu plus d'1 an, qui envisageait de faire des cours d'empathie. Nous, ça faisait quelques années qu'on faisait déjà des choses autour de l'empathie, parce que l'empathie, elle est d'autant plus difficile à créer, à générer, qu'on a l'impression d'avoir des rapports virtuels, ce qui n'est absolument pas le cas, puisque quand j'écris un message, certes, je suis derrière un écran, le récipiendaire est aussi derrière un écran, mais le moyen est peut-être numérique et peut-être donne l'impression virtuelle, mais c'est quand même un humain qui écrit un humain avec une réaction des uns et des autres. Donc, c'est absolument pas virtuel et on a à agir avec notamment les enfants, à leur faire comprendre que leurs actions ont des conséquences, qu'ils ont une responsabilité, même s'ils ne sont ni auteurs ni victimes en tant que tels, mais même s'ils sont dans le gros des témoins, ils ont d'autant plus de rôle à jouer, à aider leurs camarades, à signaler à un adulte de confiance, bref, à accompagner cet enfant ou cet adolescent qui peut être aux prises d'insultes, d'injures dans des réseaux sociaux, des groupes WhatsApp ou sous toutes les formes. Dès lors qu'il y a un outil de communication, il peut y avoir une source de harcèlement. On a pu avoir des sujets de harcèlement dans des outils de travail collaboratif, donc des équivalents de Word en ligne où vous avez plusieurs élèves qui travaillent en collaboration. Il y a eu des effets de harcèlement parce que c'est aussi un moyen d'interaction. Donc, cette action chez Génération Numérique, elle a de lutte contre le harcèlement, elle a pour vocation à aider les élèves à comprendre un peu mieux les réseaux sociaux et comment se protéger, le paramétrage, ne pas diffuser toutes les infos me concernant. Donc, ça nous ramène à des notions que tout parent comprend. C'est quelle est la différence entre la vie privée, la vie publique. C'est quoi la notion d'intimité? Est-ce qu'on parle de la même manière et donc on diffuse la même chose à quelqu'un que j'ai rencontré cet été pendant une colonie de vacances ou à mon copain de 30 ans, pour paraphraser les Guignols. On n'a pas le même niveau de diffusion d'informations parce qu'on n'a pas la même accointance avec ces différents publics. Donc ça, c'est le sujet numéro 1 qui est le gros des demandes adressées à Génération Numérique. Le deuxième sujet concerne la lutte contre
les désinformations, les manipulations sous toutes leurs formes. Là aussi, public jeune, public vulnérable, pas public manipulable, qui d'autant plus suit des stars, des influenceurs sur les réseaux sociaux, qui donnent l'impression d'avoir une vie formidable sans travailler, qui sont des modèles pour nos jeunes et qui, ces jeunes n'ont pas le recul pour séparer le bon grain de l'ivraie. Mais ça va aussi sur des questions de complotisme, de fausses infos, que Michael Jackson n'est pas mort ou qu'on n'a pas marché sur la Lune. Peu importe, ça va jusqu'au séparatisme. Bon, là, on peut se réjouir de la fin de la dictature de Bachar el-Assad, mais souvenons-nous qu'il y a 10 ans, on avait Daesh qui le faisait de nombreuses vidéos pour recruter des jeunes occidentaux à venir faire le djihad en Syrie, et on a eu des jeunes Français qui y sont allés. Donc, la manipulation, dérive sectaire. Voilà, c'est comment faire en sorte de se protéger, de ne pas se laisser embarquer, que ce soit pour un petit truc sans conséquence, hein, Michael Jackson mort ou pas mort, ça ne changera pas notre vie, mais avec des choses qui sont évidemment beaucoup plus compliquées, dangereuses. Je pense notamment actuellement à tout ce qui concerne les crypto-monnaies pour les ados, qui sont aussi une source d'Eldorado, alors d'autant plus depuis l'élection de Trump où les cryptos ont flambé, mais a priori un moyen de gagner de l'argent, ce n'est que de la spéculation, mais c'est aussi un moyen pour toucher un public vulnérable, et notamment adolescents ou jeunes adultes, pour les emmener, pour certains, dans des dérives sectaires. Donc, lors d'un rendez-vous récent à la Miviludes, de la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires, il nous a été présenté ces phénomènes où la porte d'entrée pour amener les publics à une dérive sectaire, c'était la crypto-monnaie. Donc, sachez-le, pour, j'allais dire, déconstruire ce miroir aux alouettes qu'a l'air d'être Internet pour nos enfants et nos ados. Donc, tout type de désinformation. Et le troisième sujet concerne plutôt la question de soi, de l'autre, du corps, de la beauté, de la norme à l'ère du numérique. On n'a jamais eu autant de chirurgie esthétique, de rhinoplastie, et notamment sur un public jeune. Alors, il y a quelque chose qui est très bête, à savoir, c'est que quand on fait un selfie avec son téléphone, on allonge le bras. Mais on a un bras qui, bon an, mal an, fait, je ne sais pas, 60, 70, 80 cm. Ça veut dire que le téléphone qui est en mode selfie, il est en grand angle. Alors pour les non-férus d'optique, ça veut dire que vous avez un objectif qui va prendre très très large pour que vous puissiez rentrer dans le cadre. Mais en prenant très très large, il déforme les traits du visage. En fait, en optique, pour que ça soit neutre, pour vous donner une idée, il faut que l'objectif soit en 50 mm. Alors, vous vous dites, mais 50 mm de quoi? C'est pas grave. Quand on est en grand angle, on est en 25 mm. Donc, ça déforme le visage. Et d'une manière générale, quand vous prenez votre visage au bout de votre bras, votre nez est grossi d'environ 17%. C'est de l'optique, c'est pas votre nez, c'est l'impression que vous allez avoir. Qu'est-ce que font nos adolescents, et principalement nos adolescentes, vont se dire, je suis moche. Alors déjà qu'à cet âge-là, c'est pas facile, la relation au corps, mais en plus, elle est perturbée par ces éléments d'ordre technique que personne n'a expliqué. Donc on a d'une part des jeunes qui sont influençables par la mode, par leurs pairs, par leurs semblables, que ce soit en termes de vêtements, de pratiques, de coiffure, mais aussi d'équipements informatiques et de smartphones. Il faut avoir la dernière marque. Il vaut mieux avoir un Apple, un Samsung plutôt qu'un Wikio ou pire, un téléphone à touche. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler, tout en sachant que tout le monde dans ma classe, maman, papa, ils ont un smartphone et pas moi. On y reviendra tout à l'heure, si vous voulez. Tout ça pour dire que ce monde numérique a des injonctions pour nos adolescents qui font que c'est d'autant plus perturbant. Je vais vous donner 2-3 exemples. Donc les influenceurs, si on prend que, vous n'avez qu'à regarder. Alors les influenceurs qui font des allers-retours avec les téléréalités. Donc si vous ne suivez pas d'influenceurs, vous avez peut-être déjà vu, entreaperçu une télé-réalité. Ils sont tous très beaux. Ils sont d'autant plus beaux qu'ils sont bêtes. Enfin,
ce qui est présenté à la télé, ça les met pas en valeur, en tout cas intellectuellement. Mais les hommes ont tous des abdos, ils sont carrés, ils sont imberbes souvent, enfin de corps, ils ont souvent la barbe taillée court. Donc ce sont des stéréotypes. Les filles sont aussi des stéréotypes, pulpeuses, bronzées, les dents blanches, les cheveux longs, etc. Bon, des clichés représentant une femme, une jeune femme ou un jeune homme. Et nos ados sont poursuivis par ces images et ces vidéos qui contribuent à leur faire croire ce qui est beau, ce qui n'est pas beau. Deuxième exemple qui n'est pas facile à traiter en famille, c'est la sexualité. Et là, il faut quand même parler de la pornographie facilement accessible. Je ne parle pas d'un temps où on avait Canal+, le premier samedi du mois. Je ne parle pas d'un temps avant Canal+, où c'était plutôt des revues ou des vidéos enregistrées, et c'était encore plus dur. Là, on a un accès, tout le monde a un accès très libre. Il n'y a pas de vérification d'âge. C'est un autre sujet qu'il faudrait adresser, mais en l'état actuel des choses, la première consultation d'images porno a lieu en primaire où ceux qui sont notamment pourvus de téléphones portables jouent les grands en montrant des images dans la cour d'école. Mais la vraie consommation de porno commence en général en cinquième, donc avec des enfants qui ont 12 ans, qui ne sont absolument pas montés, câblés, préparés à voir ce genre d'images, qui ne peuvent pas comprendre que ce n'est pas la réalité, que les rapports sont filmés, fantaisistes, que les rapports sexuels sont dénués de sentiments, que les rapports sont aussi très stéréotypés pour être visuels, donc des pratiques sexuelles. On a tous vu des pornos, donc vous voyez de quoi je parle. Ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qui se passe parfois au domicile des parents. Donc ça donne en tout cas une image fantaisiste de la sexualité en décorrélant ça de la relation affective. Quand vous ajoutez un phénomène de groupe où ils vont être à plusieurs à regarder, ça peut leur donner des idées à se dire « Ah bah tiens, bon, pourquoi on ne tenterait pas ça à 2, 3, 4 ou 5 ?» Globalement, moi je ne suis pas là pour faire la morale en disant il ne faut pas qu'ils aient des expériences sexuelles ou pas comme ci, ou pas comme ça, ou pas avant tel âge. Ça, c'est vous, en tant que parents, qui devez en parler. Mais encore faut-il que vous sachiez ce à quoi ils sont confrontés, ce à quoi ils ont accès librement et ce qui contribue à leur montrer des rapports humains biaisés, pervertis. Le consentement là-dedans, dans une vidéo porno, on a coutume de dire non, non, ça veut dire oui. Comment voulez-vous que nos gamins, après, ils se disent moi, m'a dit non, ou il m'a dit non, ça va, c'est oui. Mais ces histoires de consentement, si vous voulez, on a des exemples qui sont vieux comme le monde. Hein. Vous regarderez éventuellement un Star Wars, je crois que c'est dans le 2, vous verrez Yann Solo joué par Harrison Ford, comment il serre, et c'est le cas de le dire, Leia dans son vaisseau. Il s'appuie, il a presque la plaque, il l'enserre et il va chercher un baiser. Donc c'est pas nouveau, c'est cette image d'homme masculin qui a le pouvoir. Donc on en avait des petits aperçus par-ci, par-là. Là, avec le porno, c'est encore pire. Donc, je vous invite en fait à traiter du sujet pour ne serait-ce que dire que c'est pas la réalité. Donc, je finis par celui-là qui n'est pas forcément le plus facile à recevoir en tant que parent, mais qui a tendance, on le voit, à détruire un peu une partie de nos ados dans leur rapport à leur corps, parce que oui, il faut avoir un sexe comme ci, ou pour les femmes un sexe comme ça, c'est toujours, dans le porno, c'est toujours la même configuration, c'est sans poil, voilà, etc. Donc ça les pousse à aller avoir une curiosité, même si elle est que éphémère, sur des pratiques qu'ils n'auraient pas forcément eues, en tout cas pas à un âge aussi jeune. Je vous rappelle la dernière enquête, l'âge du premier rapport sexuel est toujours équivalent entre 17 et 18 ans. Maintenant, on a pu néanmoins constater une diversification des pratiques, une multiplication des pratiques et des partenaires, même dès le plus jeune âge. Donc, ils font ce qu'ils veulent, en tout cas.
Ils font ce qu'ils veulent sans qu'on le sache, mais autant qu'ils sachent à quoi se référer. J'imagine très bien que les parents, vous puissiez leur dire le jour où tu auras un rapport, protège-toi, les maladies sexuellement, les infections sexuellement transmissibles, mais on ne pense pas à leur pratique, à leurs partenaires simples ou multiples. Je vais arrêter là parce que vous allez croire que je suis un obsédé de la pornographie, ce qui n'est pas le cas, mais on voit quand même les ravages que ça peut faire dans les rapports humains. Et puis, comme on est dans le cadre de la semaine de l'appel, avec, c'est quand même bien vivre, c'est être heureux à l'école, il faut que ça passe aussi par là, parce que c'est aussi un autre sujet de harcèlement. Le corps, le porn revenge, donc c'est-à-dire parce qu'il filme beaucoup, il photographie, donc des photos ou des vidéos intimes qui après servent ou peuvent servir de moyen de pression sur votre enfant, sur votre adolescente, pour lui faire d'autres choses. On l'a vécu, c'est pas généralisé, c'est pas partout, mais ça existe quand même. Si c'est arrivé, ça peut nous arriver à tous, donc autant les avertir. C'est notre rôle en tant que parents on ne pourra pas les empêcher de vivre leurs expériences, même mauvaises, mais en tout cas, c'est notre rôle de les informer de ce qui peut leur arriver pour faire en sorte qu'il leur arrive le moins d'accidents possible. Je ne sais pas où j'en suis en termes de temps, Valérie. On doit être pas mal. Du coup, on est à la demi-heure avec tous ces aléas. Mais si vous voulez, on peut, parce que je n'ai pas envie de mettre en retard les participants, c'est déjà très sympa d'être là sur l'heure de la pause déjeuner. Donc si vous voulez, on peut passer aux questions-réponses et j'aurai peut-être l'occasion avec les questions de remonter, de reparler de sujets ou de génération numérique dans son entièreté. Je ne sais pas si vous avez eu des questions, Valérie. Oui, alors très clairement, il y a eu des questions, Cyril. Les uns et les autres nous demandent où il y a des intervenants. Donc, ce que je propose, c'est que ça, nous, on le diffuse a posteriori, c'est pas la peine de tous les noter. Alors, ce que je vais faire, c'est que le document que… Oui, tout à fait. Le document que je voulais vous présenter, qui est un document d'appui à mon discours, un document visuel, il y aura l'implantation approximative des intervenants, mais il faut quand même savoir que où que vous vous trouviez en France métropolitaine, on pourra y aller à un moment ou à un autre certainement. Donc même si vous ne voyez pas de petites pastilles indiquant la résidence d'un de nos intervenants, vraisemblablement on pourra y aller. Par exemple, on n'a pas d'intervenant dans l'Académie de Clermont-Ferrand, mais on y va quand même. Il y avait une question qui était sur le coût. Ah, le coût. Combien ça coûte? Pardon, oui, le prix. À moins qu'il y ait une bonne nouvelle aujourd'hui, Cyril. Si, alors si, parce que alors, ça m'a fait penser, quand j'ai fait la liste là, avant que nous démarrions, en voyant qu'il y avait l'appel Bourgogne, Somme, etc., ça m'a fait penser à des sources de financement. Alors, Génération Numérique, vous l'avez compris, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce ne sont que des salariés. Donc, nous sommes rémunérés pour le travail que nous effectuons, et pour être rémunérés, il faut bien récupérer de l'argent. Alors, une partie de mon travail, moi, chez Génération Numérique, c'est d'aller solliciter des subventions publiques en baisse, et je ne vous explique pas pourquoi, compte tenu du contexte actuel, des financements privés variables. Et après, il y a quand même une participation des établissements scolaires en général. Alors, pour vous donner une idée de tarif, on est à un peu moins de 400 € la journée. Et qu'est-ce qu'une journée d'intervention chez Génération Numérique? C'est 3 séances d'intervention de 2 heures pour 3 classes différentes, avec une réunion incluse dans ce tarif pour les profs et personnels. Réunion qui a souvent lieu sur l'heure de pause méridienne. C'est assez informel. L'idée est pour nous, c'est de leur donner une culture numérique un peu plus importante que ce qu'ils ont, notamment en compréhension des pratiques numériques des jeunes. Pourquoi ? Parce que si vous n'êtes pas au courant, un tant soit peu, vous ne savez pas que sur TikTok fonctionne beaucoup par des challenges. Et des challenges, donc des défis, ne sont pas forcément les plus intelligents, ça c'est sûr, mais aussi ils peuvent mettre en danger. Donc, si vous n'êtes pas au courant que, notamment sur TikTok, il y a des challenges, vous n'allez pas pouvoir percevoir une discussion dans un couloir ou dans une cour et intervenir le cas échéant. Donc, c'est de monter la culture des personnels. Donc 400 €, ça c'est la participation qu'on demande aux établissements scolaires d'une manière générale. Mais
Il y a des secteurs parfois où on peut trouver des subventions locales, ou en tout cas départementales avec une préfecture, un département ou une région. Et là, en fait, je vous invite à vous rapprocher de nous, parce que aujourd'hui, je ne sais plus s'il reste je sais qu'on a eu des budgets de la région Bourgogne. Là, j'ai un collègue qui m'a envoyé un petit message en disant qu'on avait une subvention dans la Somme, justement. Voilà, donc il faut appeler, faut nous appeler pour savoir où on en est, parce que aujourd'hui, il y a peut-être des fonds, demain, alors on n'a pas des dizaines de millions d'euros, hein, donc on n'aura peut-être plus de fonds, mais voilà, il faut faire comme ça. Alors, on a Alors, des questions ouais, sur effectivement la journée. La journée, c'est top, mais quid du soir oui, les parents. Alors, pour les oui, parents? tout à fait. Les réunions pour les parents sont en sus, parce que au début, c'était dans un package complet où on faisait des réunions par an, mais il y a 20 ans, on pouvait faire des réunions tous les soirs et on avait toujours 20-30 parents. C'est plus du tout le cas. C'est difficile, et c'est pas à vous que je vais apprendre qu'il est difficile de mobiliser les parents aussi. Donc, on peut organiser des réunions. Généralement, c'est 18h, 20h. En présentiel, dans l'établissement scolaire, c'est un peu moins, c'est autour de 180 euros. Mais elle peut avoir aussi lieu en visio, et c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait mutualiser. Parce que, en toute honnêteté, ça sert à rien d'avoir une. Je travaille contre moi là, mais ça sert à rien d'avoir une réunion par établissement. En revanche, si on arrive à faire quelque chose au niveau de l'appel départemental ou au niveau d'un petit territoire regroupant, je ne sais pas, un réseau, je pense au réseau Lassalien parce que mon fils y a été pendant des années. Voilà, on pourrait peut-être mutualiser pour faire des gros webinaires avec plusieurs centaines de parents. Et on mutualiserait le coût. Ce serait peut-être un peu plus lourd à créer, mais voilà, je penche plutôt sur ce genre d'organisation, mais sachez qu'on peut de toute manière animer ces séances soit en visio, soit en présentiel à la suite de nos interventions. Alors, je vois les questions dans le chat. En fait, ça y est, tout à l'heure, elles n'apparaissaient pas. Alors non, Arnaud, les horaires le soir sont toujours limités à rien après 18h. Non, pour les parents, c'est justement, la réunion pour les parents est de 18 à 20. Donc évidemment, il n'y a plus rien après les élèves. De toute manière, les élèves, ils ont fini les cours après 18h, mais le créneau pour les réunions parents sont 18h, 20h. Question de l'appel de la Somme, oui, nous ont fait remonter qu'il est difficile parfois de nous faire venir, pas assez d'intervenants ou de créneaux. On se développe, oui, mais notre développement, il est lié à notre budget. Et malgré toute l'énergie que je peux mettre dans cette activité de collecte de fonds, j'arrive malheureusement pas à récolter plus là depuis quelques années, et je ne collecte que 1,6 million, 1,7 million tous les ans, donc je ne peux pas recruter plus, donc je ne peux pas étoffer l'équipe non plus. Alors oui, ça grimpe, mais ça grimpe d'un salarié par an tous les ans, alors qu'on était à 3-4 les premières années. Donc, alors dans la Somme, en l'occurrence, on a un intervenant qui a eu une maladie en plus, donc ça a limité le nombre de créneaux, mais là, il sera de retour en janvier, donc ça devrait être bon. Michael B, y a-t-il des programmes selon les catégories d'âge pour la sensibilisation numérique? Oui, merci de cette question, j'ai oublié de le préciser. Les contenus sont adaptés aux pratiques moyennes, aux âges. Les discours, les outils, les ateliers sont adaptés. Alors, on adapte en moyenne et en général, mais au sein de 35 élèves, il y en a qui vont avoir testé avant tout le monde et qui vont nous parler de VPN, de trucs et de machins que d'autres n'auront pas connus. Donc, c'est aussi toujours ce problème d'avoir un groupe pas si homogène que ça et d'essayer d'avoir une communication, une vulgarisation des enjeux et des risques qui soit la même pour tout le monde. Mais on est en train de saisir une enquête là. Là, pour l'instant, on a 2500 élèves qui ont répondu. On leur a adressé un questionnaire à la fin de nos séances pour savoir si ils ont compris le langage utilisé, les exemples utilisés, quels messages ont-ils retenus à la fin de la séance, etc. etc. D'une manière générale, les élèves, quel que soit l'âge, parce que là on a des élèves qui répondent de la 6e et les plus âgés pour l'instant sur les 2500 sont en seconde, quel que soit l'âge, ont compris les messages passés, le discours des intervenants de Génération Numérique
on est un peu les c'est pas sorciers du numérique, on essaye en tout cas. Donc c'est de rendre accessible des choses qui peuvent paraître pour autant complexes. Donc ça marche, la méthode fonctionne. Alors évidemment, il y aura toujours des élèves qui ne comprendront pas. Il y aura aussi, et ça je préfère vous le dire tout de suite, des établissements qui pourront être déçus parce que nous ne sommes pas anxiogènes, parce que nous ne tapons pas sur le numérique, parce que nous ne disons pas au-delà d'une heure ou d'une trois quarts d'heure ou d'une heure 15 d'écran, c'est dangereux, parce que ce n'est pas la vérité. Voilà. Donc nous, on n'est pas là pour dire des choses qui sont fausses. Chacun voit midi à sa porte. On n'est pas là pour prendre le rôle ni de l'institution scolaire ni des parents. Les limites, le cadre, c'est aux parents et à l'institution de le donner. Nous, on est là pour une meilleure compréhension. Donc, on n'est pas là pour faire peur et on n'est pas là pour interdire. On est là pour expliquer. Le coût, c'est fait. Webinaire, j'ai répondu oui. Appel parent, oui, on peut faire. Combien d'élèves par séance? Alors, si 3 séances dans la journée, on essaye de limiter à une classe par séance. Alors là, on a la schizophrénie de l'institution scolaire qui veut moins d'élèves devant les profs, mais qui, quand il y a des assos qui interviennent, sont capables de nous coller 70 gamins. Bon, donc c'est évident que quand on a une seule classe, il y a évidemment plus d'interaction, d'impact sur les élèves. Il y a beaucoup de questions de la part d'élèves. Surtout quand ils sont en sixième. C'est des vrais, ils sont en pleine découverte, une grande curiosité, donc il y a beaucoup de questions. Ce qui fait que, pour vous donner une idée à quel point on a pris la mesure de ce changement de comportement dès la sixième, jusqu'à l'année dernière, le cycle 3, donc CM1, CM2, 6e, on faisait des interventions d'1h30. Mais, alors, d'une part, dans un collège, le créneau d'1h30, c'est pas facile à gérer, mais d'autre part, et principalement, puisque les élèves de 6e ont énormément de questions, on est passé cette année à des séances de 2 heures pour pouvoir nous permettre de répondre à leurs innombrables questions. Parce que c'est ça qui fait aussi vivre la classe, c'est à partir d'anecdotes personnelles, d'expériences. Alors même si elles se ressemblent beaucoup, mais c'est tout le rôle de l'intervenant d'en prendre une et de rebondir et de passer un message à travers ces anecdotes. Donc oui, beaucoup de 3 classes. On essaie de limiter à 3 classes. Maintenant, il arrive qu'on ait 2 classes par 2 classes, mais pour certains ateliers, c'est totalement impossible. Les jeux qu'on fait avec les élèves sur l'empathie, la lutte contre le harcèlement, c'est une classe maximum. Les ateliers de déconstruction de rumeurs sont en une classe maximum. Parce que même avec la participation gentille, aimable du prof, de la prof, du CPE qui est dans la classe avec nous, quand on n'est que 2 adultes avec 30 gosses qui sont répartis en 5-6 équipes, on ne peut pas en avoir 70. C'est totalement impossible. Donc, il y a des modules d'intervention qui sont limités du fait de la pédagogie adoptée à une classe, d'autres où on peut mettre 2 classes, mais franchement, on le déconseille. Existe-t-il un catalogue? Oui, alors, il y a un catalogue. Enfin, le plus simple, c'est d'aller sur le site internet où vous allez avoir de l'association, où vous allez avoir une entrée soit par thème, donc je vous disais le harcèlement, la désinformation, l'égalité filles-garçons, ou par âge, donc cycle 3, 6e, 5e, 4e, 3e, lycée, etc., pour les adultes. Et selon que vous rentriez par le thème ou par l'âge, vous allez avoir le catalogue des interventions qui sont proposées par Génération Numérique. Je vais vous mettre alors, comme il y a Génération Numérique qui est un nom qui existait déjà avant qu'on ne crée l'association. Le lien. Marc Guidoni vient de partager le lien. Ah bah merci Marc, parce que j'étais parti sur le... Merci Marc. J'ai été parti sur le site pour mettre le lien. Donc oui, voilà, vous aurez toutes les questions. Vous n'avez pas la question des tarifs, puisque comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a des possibilités de financement public parfois qui font que on arrive à une gratuité ou une participation qui est plutôt de l'ordre de 100 ou 120 euros pour une journée. Voilà, donc ça vraiment, l'histoire des tarifs, c'est plutôt au téléphone avec nos référents planning. Alors, je vais prendre une dernière question, Cyril, pour pas que... qui est a-t-on effectivement un accès au contenu avant la présentation en classe? Alors, les contenus, eh ben, ça sert à rien. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le diaporama qu'on utilise en classe,
il fait 200 diapos. Et évidemment qu'on ne diffuse pas les 200 diapos en 2 heures. Mais dans ce catalogue de diapositives, de diaporamas utilisés par nos intervenants, et encore, c'est un diaporama par thème. C'est 200 pour le harcèlement, 200 pour l'égalité, 200 pour la lutte contre la désinformation. En fait, on a une bibliothèque d'exemples énormes pour pouvoir rebondir, répondre et être en capacité de répondre à peu près à toutes les questions auxquelles on est soumis. Donc, on peut, en revanche, alors, quand vous irez sur le site internet, vous verrez les objectifs. En fait, c'est surtout ça qu'il faut qu'on soit en phase. Est-ce que les messages que Génération Numérique passe sont en rapport et en raccord, alignés avec les vôtres? Moi, je vous l'ai dit, si vous voulez qu'on fasse peur à vos élèves ou à vos enfants, on ne le fera pas. Donc, ne nous faites pas venir, vous allez être déçus. En revanche, si vous avez une démarche de responsabilisation, de coéducation, alors co-responsabilité aussi entre le rôle des plateformes, de la gouvernance, enfin en tout cas étatique ou européenne, et de nous, humains, parents, profs, oui, là, on a cette philosophie. Donc, à la limite, je vous invite à aller sur le site internet et vous verrez, module d'intervention par module d'intervention, il y a les messages qui sont passés. Et c'est ça qui vous éclairera le mieux. Le reste, ce ne sont que des exemples. Ce sont que des exemples qui changent d'ailleurs très régulièrement parce que pour aborder le même sujet de la discussion potentielle avec des inconnus sur les réseaux sociaux. Il y a 10 ans, on faisait une fausse conversation. Non, il y a 20 ans, la première fausse conversation, c'était sur MSN Messenger. Il y a 10 ans, c'était sur Insta et aujourd'hui, c'est sur TikTok. Donc, voir des diapos sans le discours qui va avec ne sert pas à grand-chose. Le plus rassurant pour vous, c'est quand même de voir les messages qui sont passés à partir du site Internet. Alors, je vais prendre la dernière question, celle de Mickaël, en disant ne faudrait-il pas un webinaire comme conclusion? La réponse, elle est oui, bien évidemment, ça on y a déjà répondu. Et c'est pour ça que là-dessus, je vous invite à vous mettre en lien avec les intervenants Génération Numérique sur vos secteurs, de manière à regarder comment on peut construire les choses. En tout cas, je vous remercie tous pour votre temps et je vous dis à très bientôt dans les mardis, les partenariats de l'appel. Merci beaucoup.